où il y a deux papiers qui sont sortis coup sur coup, heureux hasard, celui-ci et celui-là, qui nous parlent de la technologie du futur qui va arriver grâce aux IA. Donc je vais en profiter pour faire une toute petite vidéo sur l'humanité 3.0 et notamment la conquête spatiale. Je pense qu'on va voir des choses, des technologies complètement folles dans les années à venir, des trucs qu'on voyait dans les films de science-fiction avant. Et là, notamment, hein, je vais vous expliquer, sans rentrer dans la technique, ce petit papier de Google, là, c'est une vraie percée. Ça vient de sortir le 3 mars. Et c'est marrant parce que c'est complètement en lien avec cette demande de la DARPA, donc du département de la Défense, pour avancer sur des projets de structure biomécanique spatiale. Et ne vous y trompez pas, ce sont des technologies qui auront des répercussions sur la Terre aussi. Et je veux faire cette petite vidéo aussi parce que il y a pas mal de youtubeurs qui critiquent la conquête spatiale et notamment le fait d'aller sur Mars en disant oui, mais c'est complètement irréaliste, il y a des radiations, il n'y a pas d'atmosphère, les projets de Musk sont complètement fous. Alors oui, ok. Avec la technologie actuelle, on est d'accord. Mais justement, là, on va parler de la technologie du futur qui se prépare grâce aux IA. Et le sujet, ça va être des sujets que je ne connaissais pas, hein, mais notamment grâce à cette percée, la notion de matière programmable ou matière intelligente. La frontière avec la vie, entre la vie et l'inerte, va se diluer, devenir plus floue. Donc je vous explique ça. Alors qu'est-ce qu'ils racontent à la DARPA? Ils disent, étant donné les dernières avancées dans l'ingénierie métabolique, les extrémophiles. Alors les extrémophiles, ce sont les microbes souvent, mais pas que. Il y a aussi les fameux tardigrades dont on s'inspire, mais dont l'idée donc c'est d'assembler des matériaux, d'utiliser du matériel biologique qui s'auto-assemble pour créer en fait des structures dans l'espace. L'idée c'est carrément en gros de faire pousser des parties d'une station spatiale par exemple. Je suppose que ça va pas être pour tout, mais ça pourrait être pour l'ossature. Et l'idée donc c'est d'avoir par exemple interféromètre de plusieurs kilomètres, ascenseur spatial. Bon, c'est un peu fou comme projet, mais en tout cas, ils disent bien que c'est infaisable avec la manière traditionnelle. Et moi, je pense aussi à Mars, en fait, hein, ou la Lune. Faire pousser, en fait, votre dôme de protection en rigolite. Alors, je suis allé demander à Grok de me faire un petit topo là-dessus, parce que je me suis dit, on sait faire ce genre de choses. Bon, non, pas encore, mais il y a pas mal d'expérimentations qui sont faites en microgravité. Alors souvent, microgravité, ça veut dire dans l'espace, ça signifie... En fait, le spatial, l'espace, c'est très compliqué pour la biologie. Il y a la microgravité, mais je pense que c'est pas le plus gros des défis. Il y a surtout le vide, les radiations. Donc le vide, c'est le manque de pression, les radiations, qui détruisent l'ADN assez rapidement, et aussi le froid. Alors le froid, c'est à relativiser parce que comme c'est vide, en fait, il n'y a pas beaucoup d'échanges de température. Moi, je suis pas un spécialiste, hein, mais... Bref, donc il y a pas mal de boulot qui est fait de ce côté-là, et puis aussi, ils ont constaté qu'il y avait des bactéries, des microbes, parfois des champignons qui survivaient très bien dans le vide spatial. En fait, ils poussaient en dehors de la station, et puis on les retrouvait après, parfois quand on faisait des analyses. Donc ils se basent là-dessus, en fait, pour regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux là-haut. Et une chose qu'on retrouve souvent, c'est ça, Growing Mycelium Homes. Donc faire pousser des maisons en mycélium, en champignons, quoi, si vous voulez. Hein. Avec un gros avantage dans ces matériaux, c'est qu'ils s'auto-réparent. On va voir comment ça fonctionne. Enfin, comment ça pourrait fonctionner, justement, avec le papier de Google, qui est sorti en même temps. Hein. Il n'y a pas de concertation, je pense, entre les deux. Donc il y a plein de défis à relever. C'est pas une technologie pour demain, on est bien d'accord. Hein. Mais ça pourra servir, je pense, pour aller sur Mars. D'abord la Lune, peut-être même les stations spatiales en premier, d'abord la Lune, et après sur Mars plus tard. Sachant que si on arrive à faire des matériaux programmables, on peut même faire des matériaux autoréplicables, et donc, en fait, comme on voit dans les films de science-fiction, hein, vous mettez une petite goutte, et puis le truc se répand sur la planète petit à petit, de manière exponentielle. Et finalement, la vie sur Terre, ce n'est rien d'autre que ça, à part que là, on accélérerait le processus de beaucoup. Mais, ce qui est vraiment, vraiment très, très intéressant, alors, c'est technique, je ne vais pas vous le cacher, mais je vais vous l'expliquer de manière simple. Ce que vous voyez là, ici, ce logo qui se construit progressivement, en fait, c'est un automate cellulaire. Alors, si vous connaissez pas les automates cellulaires, il y a le fameux jeu de la vie, je pense que ça, tout le monde connaît un petit peu. Sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé, mais l'idée, c'est
que vous modifiez, c'est juste un pixel, il est noir ou blanc, et vous modifiez sa couleur en fonction de ses voisins. S'il a trop de voisins, il étouffe. S'il a pas assez de voisins, il est tout seul, il meurt. Et s'il a, je sais plus la règle exacte, entre 2 et 3 voisins, il reste. Et sinon, s'il y a 3 voisins, il naît. Voilà, la cellule devient blanche. Bon, c'est des règles super simples et en fait, on peut changer les règles et explorer qu'est-ce qui se passe avec des nouvelles règles. Alors là, ce papier est assez génial en fait, parce que l'idée c'est, vous allez comprendre où je veux en venir avec tout ça, c'est, ok, on peut créer les règles qu'on veut pour ces petits automates cellulaires. Est-ce que on pourrait créer des règles qui sont les mêmes pour chaque cellule, hein? C'est ça l'objectif, hein. L'idée c'est que vous allez programmer votre cellule, l'application derrière, c'est que on va envoyer non pas un pixel, mais une bactérie programmée si vous voulez, ou peut-être des morceaux de matériaux intelligents programmables, peut-être des trucs avec du graphène. Mais l'idée c'est que vous envoyez, donc vous démarrez avec une cellule qui est la même partout, et qui n'a qu'une chose à faire, c'est à se répliquer. Et si vous lui donnez des règles spécifiques, c'est ça le but du papier, est-ce qu'on peut réussir, en donnant les mêmes règles partout, à faire émerger quelque chose qui nous intéresse? Parce que oui, de ces automates cellulaires, on voit qu'il y a des choses qui émergent, des patterns qu'on retrouve souvent. Donc là, l'idée c'est, est-ce qu'on peut créer les règles pour faire en sorte de guider ces patterns? C'est ultra puissant comme concept, mais vraiment, hein. Et c'est hyper dur, c'est-à-dire nous, humains, on n'y arrive pas. Donc ce qu'ils ont fait, c'est, ils ont demandé, vous avez compris, à des IA. Est-ce que tu peux me trouver les règles pour me créer un G de 4 couleurs? Voilà. Voilà ce que l'IA a pondu. Alors là, c'est un petit extrait. Ici, ce que vous voyez, c'est les règles. Ce sont des portes logiques. Moi, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais bon, en gros, c'est un programme hyper simple. C'est du binaire. C'est un peu comme ce qu'on a dans l'ordinateur. Et l'idée, donc, après, c'est de dire, voilà, je te donne les règles qui sont les mêmes partout pour chaque cellule. Et je veux aboutir à une configuration particulière à la fin. Là, ils ont demander comme règle à ce que ça crée un damier, en partant de n'importe quoi au début. Et ce qu'ils constatent, voilà, le genre de règles auxquelles ils aboutissent. En plus, là, c'est interactif, donc je peux tester ce qui se passe. Hop, voilà, là, vous voyez, la sortie, elle change si je clique ici. Donc, peu importe le bazar qu'on a au début, peu importe les perturbations qu'on met dedans, là, par exemple, ils testent, et si je mets un carré noir au milieu? Donc là, l'idée, c'est on fait grossir notre matière, et puis il y a un obstacle. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un obstacle? Voilà, et là, on met des obstacles permanents. Là, ici, par exemple, c'est, je sais pas moi, des micro-météorites qui viennent déchirer votre voile spatial. Si vous avez un matériau intelligent derrière, tous les petits impacts, vous voyez, bon là, il y en a beaucoup, mais tous les petits impacts sont corrigés, et la voile se répare en permanence. C'est ça que ça veut dire, hein. Là, j'ai essayé de pas être trop technique, mais en même temps, je vais vous expliquer comment ça marche derrière. Donc, avec des LLM, avec des automates cellulaires, ils arrivent à créer des matériaux réellement intelligents. Là, si vous regardez ça, vous vous dites, oui, bon, ok, c'est joli, c'est une petite animation des années 80. Ouais, mais en fait, non. Et ils arrivent, voilà, par exemple, là, ici, c'est bon, c'est un petit lézard très très pixelisé, mais l'idée, c'est, est-ce qu'on arrive avec, pareil, avec une cellule de départ et des règles qui sont les mêmes pour toutes les cellules, à recréer cette forme-là? Eh bien oui. Donc ça veut dire que vous pouvez programmer votre matière pour obtenir n'importe quelle forme à l'arrivée. Voilà. Si vous voulez un dôme comme ceci, ou un dôme comme cela, il n'y a pas de souci. Ou un dôme encore différent, de forme différente, eh ben, vous le mettez dans la programmation de votre champignon matériel programmable. Donc là, je vous disais, la frontière entre le vivant et le mécanique et l'inerte devient beaucoup plus floue. Donc on a du vivant programmable, ou peut-être, voilà, peut-être ça sera du graphène programmable, ou autre chose, qui pourrait permettre à terme, donc, de répondre à la demande du DARPA, de créer, d'auto-assembler des structures dans l'espace. Alors évidemment, il faut amener un peu la matière première. Et tout ça, c'est pas nouveau. Là, on a un papier qui date de 2021, il commençait déjà à réfléchir à tout ça. Mais là, la DARPA s'y intéresse de près, et puis surtout, il y a cette percée extraordinaire. Alors c'est un papier, je sais pas s'il y a d'autres qui vont le commenter, mais ceux qui sont dans le milieu, je peux vous dire qu'ils l'ont vu passer, ce papier, hein, de Google, pour le coup. Voilà ce que ça donne ici quand vous perturbez. Là c'est pareil, c'est le même système, mais utilisé pour faire grossir, pour générer une image. Et vous voyez là, hop, ça grandit, et si on enlève un bout de l'image, pouf, elle est recréée automatiquement par le système. Ce papier est dingue. C'est sûr que c'est un peu difficile à comprendre au niveau technique pour ceux qui sont pas habitués aux automates cellulaires et aux LLM, mais en fait, bon, la percée est très importante.
Mais après, les principes qui sont derrière ne sont pas si compliqués que ça à comprendre, je vous assure. Donc voilà, l'humanité 3.0, elle ira dans l'espace. Et elle va savoir faire des choses dans l'espace qu'aujourd'hui, pour nous, bah, c'est de la science-fiction. Les IA vont servir à énormément de choses. Donc dans la longévité, d'une part, là, il y a tout un domaine de recherche qui est en train d'exploser. Elles vont servir aussi à envoyer des robots, probablement humanoïdes, nous précéder. Justement pour terraformer, coloniser, installer je sais pas moi, les réacteurs nucléaires pour démarrer quelque chose. Et ensuite, l'autre pièce du puzzle, ça va être cette matière intelligente qui va être indispensable dans l'espace, mais qu'on pourra peut-être aussi utiliser sur Terre. Voilà ce qui se prépare. Je vous montre ça pour que vous réalisiez à quel point le monde va changer dans les années à venir. C'est difficile de savoir à quel rythme ça va aller, tout ça. Est-ce qu'on va voir des choses complètement folles d'ici 2050 ou 2100 ou 2222? Je ne sais pas. Mais on va voir des choses de notre vivant. En tout cas, dans les prochaines années, là, ça va commencer. Ne serait-ce que les remous dans la société. Là, ça va monter en puissance. Moi, je me fixe comme horizon 2030. Je pense qu'il y aura des réformes institutionnelles majeures dans de nombreux pays d'ici 2030. Ou alors, les pays qui vont résister, il va y avoir des gros troubles sociaux qui dureront je ne sais pas combien de temps, mais... Donc préparez-vous, c'est encore une illustration de plus que le monde va beaucoup changer, que moi, je vous invite à fortement travailler sur votre souveraineté personnelle pour traverser cette période, parce que les certitudes du passé vont s'effondrer les unes après les autres.